Il est l'heure, on va démarrer. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire, cette table ronde sur la voiture électrique usagée. On a plus de 111 participants à date. C'est le fun, ça intéresse vraiment beaucoup de gens. Pardon, c'est bon? Non, c'est bon. Donc, moi, je me présente, Daniel Rochefort de chez Équiterre. Je suis de la campagne Roulon électrique. Et on vous présente ce soir une table ronde. Donc, on va se familiariser avec le marché des véhicules électriques usagés. On va vous informer aussi sur comment ça fonctionne, les incitatifs à l'achat. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Je pense que Simon ne nous entend plus. Mais est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui. C'est bon. Parfait. Donc c'est ça. Table ronde sur les véhicules électriques usagés. On va faire un tour de table, puis après ça, on va parler du marché des véhicules électriques usagés, des incitatifs, des aspects environnementaux aussi, mais surtout de pourquoi on s'achète un véhicule électrique usagé, pourquoi c'est intéressant, puis comment on choisit aussi bien son véhicule électrique. Donc, un petit problème. Bon. Donc, je vous présente nos 4 panélistes. On a Lynn Chadwick, qui est propriétaire d'une Spark EV, une Spark EV usagée, qu'elle a acheté usagée. On a Claude Harvey, qui a eu plusieurs véhicules électriques. Les panélistes, justement, mettent leur son et puis leur caméra pour pouvoir débuter le webinaire. C'est parti. Simon, je pense que tu ne nous entends pas parce que c'est parti là, depuis quelques minutes. Donc, on poursuit. Claude Harvey, propriétaire de plusieurs véhicules électriques, dont plusieurs achats qu'il a fait usagers. Valérie Dussault, une petite nouvelle en électromobilité, qui a choisi une Leaf usagée. Elle va nous expliquer ses raisons et comment elle apprécie son véhicule. Et on a aussi Alissa André, qui représente Véhicule électrique Simon André. C'est une entreprise très importante dans le domaine du véhicule électrique au Québec, qui a une très grande expertise, mais aussi vers lequel beaucoup d'acheteurs se tournent. Il y a quelques concessionnaires comme ça qui se spécialisent dans les véhicules électriques et Simon André est un des acteurs importants. Donc, on va commencer avec Lynn. Toi, tu peux nous parler un peu, présente-nous un peu ton véhicule, puis comment ça a été ton achat, comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Moi, je suis propriétaire d'une Spark 2016 que j'ai achetée donc l'année passée au mois d'août, début août. Donc, une Spark usagée que j'ai achetée chez un concessionnaire, donc pas auprès d'un particulier. J'ai opté d'aller plus vite dans mon changement de voiture suite à nos vacances familiales dans la voiture électrique de mon chum. On s'est rendu de l'Essed à Mingan et puis en revenant, je trouvais que ça avait été vraiment super. C'était tranquille, c'est silencieux, tout ça, l'auto. Fait que mon changement de voiture s'est fait plus vite que prévu, mais l'usager, c'était parfait pour moi. Puis la Spark répondait à mes besoins aussi en kilométrage quotidien. Donc, une petite histoire d'amour vite faite. Toi, Claude, comment ça s'est passé? Pourquoi tu as choisi justement le véhicule électrique usagé au début? Je pense que tu es rendu, le dernier que tu as acheté, c'était un neuf ou je me trompe? Mais les autres avant, c'était tous des usagés. Il faudrait que tu mettes ton micro. Ouais, c'est l'inverse, Daniel. Le premier véhicule électrique que j'ai loué, ça s'est fait en juillet 2014, donc il y a 6 ans. Et par la suite, je me suis amélioré en termes de... J'avais pas la recharge rapide. J'ai commencé après ça avec un premier usager. Puis au total, c'est ça, sur 7 véhicules électriques, j'en ai eu 5 usagers. Et depuis 2 ans, je reste calme dans mes changements de véhicule. On a un bon combo là, présentement. Ça fait qu'on garde ça comme ça.
Puis toi, Valérie, pourquoi tu es passée au véhicule électrique? Puis pourquoi tu as choisi particulièrement de livre Moi, ça usagé? faisait longtemps que je contemplais l'idée d'acheter un véhicule électrique, mais je voulais amener mon vieux véhicule à essence vraiment au bout de sa vie utile avant de faire le changement. Donc, mon véhicule a rendu l'âme à l'automne, puis j'ai pris quelques mois. J'avais d'autres options pour quelques mois, donc j'ai pris quelques mois pour réfléchir, pour évaluer mes besoins avec l'aide de membres de ma famille qui se connaissent bien et qui pouvaient me conseiller. Fait que mon choix s'est arrêté sur la Leaf en raison du rapport prix-kilométrage, je dirais. Puis, parce que ça répondait à mes besoins quotidiens. Ça me permet là, d'être en autonomie fonctionnelle dans mes besoins à Montréal. J'ai demandé à Alissa, est-ce que tu peux nous présenter justement le marché des véhicules électriques usagés? C'est quoi les modèles les plus populaires? On m'a posé la question populaire puis disponible. Ça, c'est deux choses différentes. Donc, qu'est-ce que j'ai dit pour populaire et disponible? Il y avait la Bolt. Ensuite, la Kia Soul, la Chevrolet Volt, même si elle n'est plus produit neuf, est vraiment très populaire. Il y en a eu beaucoup. Puis c'est encore une auto qui est vraiment populaire. Puis que les gens, c'est souvent la première auto qu'ils vont aller avant de passer au 100% électrique parce que ça les rassure d'avoir sinon de l'essence. Il y a la Nissan Leaf. Puis après, du côté moins disponible parce qu'ils sont ils sont plus récentes, mais qui sont très populaires. Là, vous les voyez tous. Là. La e-Golf était très populaire aussi. La Kona, la Ioniq. Les modèles S, ça, on en a beaucoup plus là, maintenant sur le marché de l'usager. Puis ils sont rendus vraiment plus accessibles aussi. Donc, c'est un bon choix pour les personnes qui contemplent cette auto-là. Puis c'est sûr que là, la Model 3 est hyper populaire. Puis on commence à en voir dans l'usager. Là. On reçoit beaucoup de demandes pour les gens qui veulent upgrader pour une nouvelle. Là. Il y en a qui changent souvent d'auto. Fait que celle-là aussi. La Spark EV, elle a été très populaire, elle aussi, même si elle n'a pas été... elle a arrêté d'être produite. On en voit encore beaucoup. Donc, je dirais que ça ressemble à ça un peu les modèles qui se vendent bien et qui sont disponibles. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de votre entreprise de véhicules Simon-André? Oui, vous ne faites pas seulement vendre des véhicules? Non, ça fait 3 ans, dans le fond, qu'on vend un peu plus, mais qu'on a ouvert la concession, là, qu'on vend puis qu'on répare aussi. Donc, notre force, c'est vraiment aussi dans la réparation, le diagnostic des véhicules. Donc, on a une équipe de techniciens qui est spécialisée, puis on travaille que sur des véhicules électriques. Là. Fait que les autos à essence, on en reprend en échange, mais on les envoie ailleurs. Là. On les veut pas dans notre cours, mais voilà. Fait qu'on fait le diagnostic, de la modification d'auto. Là, maintenant, on est rendu même avec des ingénieurs là, pour de la recherche et développement à l'interne. Là. Fait qu'on s'en va ailleurs, là, mais voilà. On va se demander justement comment on choisit un véhicule. Donc, c'est pas juste choisir un véhicule, je pense que c'est aussi, dis-moi si je me trompe, Claude, on choisit aussi un concessionnaire, on choisit des experts dans le domaine qui vont bien nous conseiller, il me semble. Il va falloir que tu remettes ton micro. On ne t'entend pas, Claude. C'est un produit qui est quand même, disons, récent sur le marché, là, quand même quelques années, là, mais puis il s'est développé différents commerçants qui se sont lancés là-dedans sans trop connaître le produit, qui ne le roulent pas, qui ne l'utilisent pas sur une base régulière. Fait que c'est pour ça que c'est important d'acheter, si on n'est pas accompagné par quelqu'un qui connaît ça, comme Valérie l'a fait, d'acheter un endroit qui s'y connaît puis où on va avoir l'heure juste sur le véhicule en fonction des besoins qu'on a, l'autonomie, etc. Donc, d'être bien accompagné dans l'achat du véhicule usagé, autant que dans le véhicule neuf, là, dans le cas d'un électrique, c'est très important. Valérie, justement, tu nous mentionnais que tu estimes que tu n'as pas été super bien accompagné. Qu'est-ce que tu aurais aimé de plus? Puis, comment tu ferais ça autrement? Bien, en fait, moi, j'ai été accompagnée adéquatement, c'est ça, par mon frère passionné. Mais quand je me suis retrouvée chez les concessionnaires, là, parce que moi, je suis allée un peu au hasard chez les concessionnaires, donc je suis allée chez les spécialistes. Puis à ce moment-là, ben, j'obtenais des réponses assez vagues à mes questions. Je me faisais rediriger vers des aspects qui étaient plus esthétiques ou financiers au niveau de la voiture. Je me faisais moins renseigner sur les aspects vraiment plus techniques. Donc, c'est ça. Je suis repartie avec ma liste de questions puis avec les informations dont j'avais besoin vers un concessionnaire qui n'était pas un spécialiste, mais en qui j'avais confiance.
puis qui a accepté, effectivement, là, par exemple, au niveau de la batterie chez la Leaf, là, il a accepté de répondre à mes questionnements et à mes préoccupations. Lynn, as-tu vécu un peu la même expérience? Nous, on avait fait nos devoirs avant avant de se rendre chez un concessionnaire. Nous, c'était vraiment le critère, on voulait le taux tout de suite. Fait qu'on a cherché une place où il y en avait en stock, pas trop loin de chez nous. Si c'était à refaire, je conseillerais à quelqu'un d'aller chez un concessionnaire spécialisé parce qu'ils se connaissent drôlement mieux que le concessionnaire avec qui on a fait affaire. Mais vu qu'on savait ce qu'on voulait, puis c'était quoi mes besoins, c'était vraiment ce modèle-là, puis fait que c'est ça qu'on cherchait de façon générale, là. C'était de la disponibilité de la Spark. Je te demanderais, Alissa, explique-nous comment ça fonctionne quand les gens viennent justement chez Simon André. Moi, je jasais beaucoup justement avec les gens de JN Auto, qui sont un peu comme vous, là, des spécialistes du véhicule électrique. Puis ils nous disaient que c'est un gros investissement de temps quand même, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'explications à donner aux gens. Fait que pour les vendeurs, c'est pas comme vendre une voiture à essence. Là, non, effectivement, il y a deux types de consommateurs. Il y en a qui sont arrivés et qui ont fait toutes leurs recherches puis qui vont te tester, savoir si tu connais les réponses à leurs questions. Donc, eux, ils viennent voir qu'est-ce que tu as, mais ils n'ont pas besoin nécessairement d'être éduqués. Puis, il y en a qui ne connaissent rien, qui arrivent et qui me disent « je connais rien de l'auto électrique ». Donc là, c'est vraiment long le temps qu'on passe avec eux, s'ils veulent, là, mais pour tout leur expliquer les modèles, surtout cerner leurs besoins, c'est le plus important parce que tu ne veux vraiment pas vendre une auto électrique à quelqu'un puis qu'il n'y ait pas, l'autonomie n'est pas bonne en fonction de ses besoins parce qu'après, il ne sera pas content. Donc, c'est super important de vérifier ça, ensuite d'essayer les autos. Puis nous, c'est vraiment après, dans le fond, à la livraison qu'on fait une formation. Là, souvent, les vendeurs vont passer plus qu'une heure avec les clients pour vraiment bien leur expliquer l'auto, répondre à toutes leurs questions. Puis après, c'est sûr qu'ils en oublient, donc là, ils nous rappellent, puis ils ont des questions aussi. Puis on les accompagne dans les demandes de subvention là, pour les voitures électriques usagées ou les bornes. On offre ce service-là aussi. Donc, c'est sûr. C'est vraiment de l'accompagnement, répondre aux questions. Puis j'ai fait le test d'aller magasiner une voiture à essence pour voir c'était quoi la différence. C'est juste, elle a un GPS, elle n'en a pas, tandis que l'auto électrique, on passe vraiment plus de temps, effectivement. C'est quoi justement la brochette de prix des modèles les plus populaires? Bien, ce qui est le moins cher en ce moment, ça part à 9-10 000. Tu peux avoir des Leaf usagés ou des Volt usagés dans ce prix-là. Après ça s'en va autour de 15-16 000 des Spark, 20 000 des Volt et en montant, des Bolt aussi autour de 20 à 30 000. Là, ça peut monter des modèles S, Y, X. Donc, je crois que ça part de... C'est vraiment large. Là, c'est très, très large, de 10 000 à 80 000. Là, donc, c'est quoi qui influence le plus le prix? Bien, la valeur Est-ce qu'ils sont tous subventionnés? Pour la subvention de 4 000, non, c'est vraiment certains modèles. Puis, le critère le plus important, c'est qu'il ne faut jamais qu'elle ait eu de subvention au Québec, donc qu'elle vienne de l'extérieur, là. Donc, soit d'autres provinces ou des États-Unis. Puis, si certains modèles sont dans les années, là. Donc, c'est vraiment pas tous les modèles. Il faut que la garantie soit encore valide ici. Donc, là, la e-Golf était avant admissible, là, elle ne l'est plus parce que le manufacturier ne reprend pas la garantie des États-Unis, par exemple, là. Donc, c'est certains modèles là, sur le site sont tous écrits. Puis, sinon, il y a quand même une Bolt peut l'avoir ou ne pas l'avoir. Si elle vient du Québec, là, elle ne l'aura pas parce qu'elle a déjà eu sa subvention. Là. C'est quoi qui va influencer le prix d'un véhicule par rapport à un autre? Le kilométrage, l'année, la valeur au départ. C'est sûr qu'une Model S, ça garde bien sa valeur. Là. Une Tesla Model S, donc ça va être plus dispendieux qu'une autre. Mais c'est vraiment ça l'état général de l'auto, mais le kilométrage influence beaucoup aussi. Tu as ta connaissance, mettons, Claude, toi, tu en as eu plusieurs. Ça garde-tu bien sa valeur, un véhicule électrique? Encore. Je te dirais que c'est très... c'est un marché qui est en croissance, donc il y a une demande pour le véhicule électrique. Moi, tous mes véhicules électriques que j'ai achetés et revendus, parce que en 6 ans, j'en ai eu 7. Donc, puis il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas en lien avec la fiabilité, c'est une maladie que j'ai. Donc, j'en ai eu 35 au total depuis que je conduis. Mais la perte de valeur d'électrique n'était pas plus importante qu'un véhicule à essence. Là. J'achetais et je revendais souvent à l'intérieur de 18 mois avec
une dépréciation qui était comparable à un véhicule à essence de ce prix-là. Donc, c'est très correct comme dépréciation, là. Donc, c'est pas quelque chose qui rentre en ligne de compte pour toi. Qu'est-ce qui faisait que tu choisissais une plus qu'une autre? Ben, souvent, c'est le besoin qui a changé, là. À partir du moment où j'ai eu ma première livre sans recharge rapide, parce qu'il n'y avait pas de recharge rapide pratiquement au Québec, de borne de recharge rapide, puis que j'ai décidé de rouler plus avec, c'est sûr que faire des arrêts de 2 heures, c'est un peu long. Donc, la suivante avait la recharge rapide. Ensuite, ben, je suis allé avec une batterie un petit peu plus grosse parce que là, c'était quasiment devenu le véhicule principal. Au travers de ça, j'ai eu une Volt pendant 3 ans parce que c'était mon véhicule de travail et celui qu'on utilisait souvent l'hiver pour faire de la longue distance. C'est ça, le goût d'essayer quelque chose pour la ville, la Spark, puis le modèle S usagé, parce qu'on fait beaucoup de routes. Tu sais, je fais 40 000 kilos par année, on fait beaucoup de road trip, puis on fait du vélo. Les vélos rentrent dans le modèle S. C'est une question de besoin, mais aussi, tu sais, c'est tout le temps un besoin budget, puis c'est sûr qu'il y a de l'émotif quand on achète un auto, là, Fait que c'est un mélange de tout ça. Et j'ai justement une question pour Valérie. Quelqu'un qui se demande justement l'année de ta livre, puis des questions que tu avais à propos de la batterie. Toi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les batteries des livres, mettons. Puis toi, quel genre de questions que tu avais là-dessus, puis comment tu as abordé ces questions-là? En fait, moi, c'est une livre 2015. En fait, au niveau de la batterie, on m'avait expliqué qu'il fallait avoir une certaine dépréciation de la batterie qui se fasse là, parce que c'est un véhicule qui était importé. Moi, il y a eu un propriétaire au Québec avant moi, mais c'est quand même un véhicule importé de la Californie à la base, puis qui pouvait avoir certains risques pour la batterie. Puis c'est important, si on voulait s'assurer que la garantie soit honorée, qu'il y ait un certain pourcentage de la batterie qui soit encore bon. Donc, il fallait qu'elle soit testée. Puis beaucoup de concessionnaires n'avaient pas de tests à me fournir ou avaient des tests très peu, très peu déchiffrables, je dirais, là. Finalement, c'est ça. Donc, je me suis assurée que le concessionnaire à qui je l'ai acheté l'a envoyé se faire tester, en fait, chez Nissan pour que j'aie une garantie qu'il y avait encore un bon pourcentage d'efficacité de la batterie. Puis, c'était important pour moi d'acheter une batterie qui était encore sous garantie. C'est pour ça que j'ai choisi la 2015 parce qu'il me reste quand même 3 ans de garantie sur cette batterie-là. Aline, quand tu as acheté ta Spark, un peu plus vieille, j'imagine. Puis donc, c'est-tu quelque chose qui te turlupinait, la batterie et tout? Puis comment tu as fait checker ta batterie? Bien, moi, c'est ça, c'est une Spark 2016 qui, elle avait à peu près 40 000 kilos au compteur, 40 000 km au compteur. Le concessionnaire, c'était un concessionnaire Hyundai qui l'avait. Et eux autres aussi, pour faire le test, ben, ils l'ont envoyé chez GM. Et nous aussi, notre rapport d'état de la batterie était illisible et plus ou moins compréhensible. Mais finalement, on a réussi à déchiffrer qu'elle était en très bon état. Là, mais si je me souviens bien, était à 92 ou à 95 % de ce qu'on a pu déchiffrer sur le rapport. Mais ça m'avait quand même... on était quand même hésitant vu que c'est la première fois que ce soit un véhicule électrique ou à essence qu'on achetait une voiture usagée. Fait que j'avais une petite crainte, mais finalement, les batteries, c'est une fausse crainte qu'on a. Là. Les batteries ont de bonnes ils ont des bonnes durées et tout ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment à moins de pogner un citron, mais ça, on pourrait le pogner dans n'importe quel modèle. Mais vraiment, je pense pas que ça soit un souci là, épouvantable, l'état de nos batteries. Et pour les gens qui veulent avoir un avis extérieur là, au concessionnaire, parce que je sais que j'imagine que Simon André peuvent faire des tests à la demande, des tests assez poussés, mais quelqu'un qui voudrait un autre moyen plus indépendant, à ta connaissance, Claude, est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire tester une batterie par soit des passionnés d'électromobilité ou... Bien, il y a certains modèles. La Leaf, c'est peut-être la plus facile là, parce que c'est elle qui est sur le marché depuis longtemps. Il y a un test qui a été développé, une application
vérification avec un appareil qu'on branche dans notre connecteur OBD2 qui permet de lire la santé de batterie des livres que moi-même, personnellement, que je peux faire, que je fais. On a une de nos filles qui a une Leaf, donc quand on a acheté, on a fait ces vérifications-là. Il y en a d'autres qui sont moins problématiques. C'est la majorité des véhicules qui ont un système de refroidissement liquide, comme la Spark, comme les Tesla, comme la Volt. La batterie, vraiment, n'est pas... c'est un peu ce que Lynn expliquait, là, c'est pas problématique. Les gens pensent souvent que c'est ça qui est le plus gros problème, mais c'est vraiment pas un problème, la batterie. Donc oui, il y a des tests que les passionnés ont développés puis qui sont accessibles aux gens qui veulent acheter puis qui rentrent dans un groupe où il y a des gens qui sont là. Puis j'ai déjà fait le test pour quelqu'un qui voulait en acheter une sur la rue chez nous. Je suis allé avec lui, donc... mais ce n'est pas tous les modèles qu'on peut tester de cette façon-là. Puis j'imagine, Alyssa, chez vous, les voitures que vous vendez doivent être testées en long et en large. Effectivement, puis c'est vrai ce que Claude disait, la Leaf est la plus facile à tester, mais les autres modèles, honnêtement, c'est pas tout le monde qui peut tester ça. C'est important d'aller le faire tester par des gens qui ont les outils pour, parce que le garagiste du coin de la rue n'aura pas nécessairement les scanners pour les batteries non plus. Là. Donc, c'est vraiment important que ce soit des gens spécialisés. Même que des fois, on fait des inspections pour des gens qui achètent des autos électriques ailleurs ou usagers, puis ils viennent les faire inspecter chez nous, là, même s'ils ne venaient pas de chez nous. Donc, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Puis, effectivement, on fait des tests. Puis, Claude aussi, je soutiens son point qu'il y a des autos on le fait, mais on n'aurait même pas besoin d'y penser là, à la santé de la batterie parce que c'est vraiment pas un souci. Là. Justement, on parle tout le temps de la batterie, mais c'est quoi les autres choses qu'il faut faire vérifier sur un véhicule électrique qui sont importantes de vérifier? Tu sais, quand on achète un véhicule à essence, on sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire vérifier au niveau du moteur, au niveau du muffler, de la transmission, mais dans un véhicule électrique, c'est quoi les pièces qui pourraient briser? Ou bien qui serait à vérifier? Mais il n'y a rien de... Tu sais, on a moins de pièces qu'un auto à essence parce que le moteur électrique a moins de pièces, mais le reste, ça reste quand même à vérifier la suspension, l'état des freins, l'état des pneus. Tu sais, ça reste quand même une mécanique d'habitude. Donc, pour l'inspection, c'est comme faire le reste d'une auto à essence, je pense. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent racheter des choses, mais on fait une inspection générale après, là. Je dirais même, pour ajouter, là, les freins, si la voiture était bien entretenue, les freins devraient durer plusieurs années. Donc, quand tu achètes un véhicule électrique usagé, les freins sont peu sollicités. Donc, s'il n'y a pas eu d'entretien de freins après 3, 4, 5 ans, c'est souvent... Après les pneus, là, c'est souvent la première chose où on va mettre de l'argent, c'est des freins qui n'ont pas été bien entretenus. Donc, puis le reste, ben c'est ça, c'est une voiture, hein? C'est une voiture ordinaire dans le sens où il y a une suspension, etc. Il n'y a pas de fuite de réservoir d'essence, il n'y a pas de fuite de système d'échappement. Puis la partie, une fois que la batterie, les problèmes de moteur, c'est très exceptionnel aussi, là. C'est important de le faire inspecter dans un endroit qui connaissent le véhicule électrique, là, qui se sont spécialisés là-dedans. Mais c'est une inspection qui est quand même assez simple pour des gens qui connaissent ça. Puis effectivement, les freins, on a eu des clients là, qui après même pas 20 000 km, qui avaient leurs freins à changer parce qu'ils n'utilisaient tellement pas, c'est même pas du tout, là, parce qu'il y a des automobilistes qui vont forcer les freins à m'emmener à fonctionner juste pour les dérouiller. Fait qu'ils n'utilisaient pas, donc il fallait les changer parce qu'ils étaient rouillés. Fait que c'est vraiment important de les faire nettoyer. Là. C'est une fois par année pour tous les électromobilistes. C'est vraiment important. Si on parle de la Spark en particulier, il y a beaucoup de Spark qui ne venaient pas avec le port de recharge rapide. Vous, Lynn, je pense que tu as fait installer un port de recharge rapide sur la tienne. Hein? C'est possible de faire ça donc? Oui, c'est ça. C'était une surprise. On a pris pour acquis quand on a pris possession de la voiture. On a regardé où brancher la voiture et tout, et ça ressemblait en tout point à celle sur la voiture de
de mon chum. Donc, on ne s'est pas douté qu'il n'y avait pas de recharge rapide dessus. Donc, une fois la voiture en notre possession, rendue à la maison, c'est là qu'on a réalisé que, surprise! Donc, tout de suite sur la communauté Facebook des Spark, j'ai posé la question si ça se faisait de faire modifier ça. Puis, on m'a répondu oui, effectivement. Il y a quelqu'un de la Californie qui me dit oui, ça se fait. Il y a un garagiste près de chez toi. Près de chez moi, c'est 180 km, c'était à Trois-Rivières chez Simon André. Même si je n'avais pas besoin de l'option de recharge rapide pour mes besoins quotidiens, je travaille à 20 km de chez moi, donc j'ai en masse d'autonomie pour ça, mais c'est pour l'occasionnelle fois où j'ai besoin de me rendre chez mes parents qui sont à 130 km de chez moi. Donc, pour des occasions comme ça, je voulais avoir la possibilité d'avoir mon installation de port rapide. Donc, c'est un point vraiment vérifié parce que souvent, en tout cas, ceux qui ont, dans mon entourage, qui ont eu des voitures usagées, de poser cette question-là au concessionnaire puis de vraiment vérifier parce que pour eux, sur ceux sur qui on est tombé, c'était pas quelque chose d'acquis là, comme connaissance à transmettre aux clients. C'est important de vérifier et s'en assurer qu'on a ça si on en a besoin à long terme. Tu as eu ces infos-là, justement, beaucoup par le biais de la communauté des électromobilistes. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant au niveau du véhicule électrique. Il y a vraiment une genre de communauté qui s'est créée, même pour chaque modèle. Il y a des groupes. Parle-nous-en donc un peu, Claude. Je pense que tu es un membre assez actif dans l'Association des véhicules électriques, justement. Ben, j'ai été pendant 3 ans directeur en Estrie de l'AVEC. Donc oui, il y a une communauté d'entraide entre ce qu'on appelle les électromobilistes là, qui s'est développée avec les années. Et là, étant donné qu'il y a beaucoup plus, on doit être rendu, je suppose, aux alentours de 70-75 000 véhicules électriques. En 2014, quand j'ai acheté la mienne, on était 3 000. À peu près 3500. Donc, il s'est développé des groupes Facebook, en plus des forums d'aide de l'AVEC. Il y a le partage de bornes à domicile aussi avec des applications comme ChargeHub ou PlugShare où on peut, dans le fond, aider quelqu'un qui a besoin de courant pour se rendre à sa prochaine recharge. Donc, il y a beaucoup d'entraide du côté des propriétaires de véhicules électriques. Pour Alissa, je sais que je vois même ton frère, qui est Guillaume, qui est ton partenaire dans l'entreprise, puis lui, c'est vraiment le côté mécanique, là, mais lui-même, je le vois actif sur des forums. Souvent, il répond à des questions des gens qui ont des problèmes ou qui se posent des questions sur leur voiture, puis lui-même répond généreusement aux questions. Des gens. Il était plus généreux avant que maintenant. Là, il était bien trop occupé pour faire ça. Mais effectivement, quand là, il y a une grosse question, il va aller répondre. Puis il y a vraiment beaucoup de gens qui connaissent ça aussi, qui participent activement. Là, c'est fou l'entraide à travers ces groupes-là. Là. C'est assez impressionnant. Puis si on parle d'environnement, mettons, toi, mettons, Lynn, ça a été quoi l'importance de ce facteur-là, parce qu'on sait que le véhicule électrique, ça pollue beaucoup moins, particulièrement au Québec, que le véhicule à essence. C'était-tu important dans ta décision? Oui. C'était tout dans la mouvance du pacte le pacte vers la transition. Tout ça, c'est tout arrivé en même temps, ce cheminement-là qu'on a fait. Puis d'acheter une voiture usagée, bien, ça rentre là-dedans parce qu'on n'a pas acheté un véhicule neuf pour remettre dans le parc autoroutier du Québec. Fait que vraiment d'avoir la possibilité d'acheter un véhicule usagé, ça rentrait dans nos valeurs de réduire notre impact. Puis de cette façon-là, l'auto était déjà construite. C'était comme amorti, si on veut, un peu l'empreinte écologique. Fait que ça a eu un impact pour nous, notre sélection pour la Spark. Toi, Valérie, ça a-tu aussi une importance, le fait que l'impact environnemental était déjà amorti dans le fait de choisir une Leaf d'il y a quelques années?
Oui, bien en fait, c'était central là, dans la décision. Là. Je pense que c'est ça à la base, comme vous expliquiez, puis comme Lynn disait, c'est sûr que le choix d'un véhicule électrique, c'est un choix qui, bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer, mais le choix environnemental, je pense que c'est le moteur de départ. Là. Puis le fait que ce soit usagé, oui, ça rend ça complètement cohérent, en fait. C'est un peu la même chose pour toi, Claude? Ou bien c'est plus Ben, les moi, performances qui t'intéressent? Non, la performance, la plupart des véhicules électriques sont assez performants. Hein. Comparé à un véhicule à essence, là, c'est ça. Même une Nissan Leaf sur un coin de rue, c'est surprenant. Ça peut surprendre quelqu'un qui est à côté, disons, dans la voiture à côté. La partie environnementale, ben moi, j'ai commencé... Dans le fond, j'ai eu 2 hybrides avant ma première Leaf. Puis par la suite, le fait d'acheter usagé aussi me réconfortait un peu avec la partie environnementale de la fabrication de la batterie. Parce que c'est la portion qui fait que l'auto électrique part négatif, c'est que sert dans la fabrication de batteries. Mais par la suite, en ne consommant pas d'essence, ben, on vient amortir ça. Puis le fait de rouler avec un véhicule usagé, ben, cette partie-là de conscience, ben, au moins, je me dis, bon, ben là, je roule, puis déjà, ma batterie est amortie. Dans le cas de la Model S, quand je l'ai achetée, elle avait 235 000 km, donc elle était pleinement amortie. Puis, c'est positif, donc dans le sens où, à partir du jour 1, il y a un impact positif à ne pas brûler d'essence. Donc, oui, ça a été un cheminement sur, je dirais, 3 ans là, avant d'éliminer complètement l'essence de nos véhicules. Ça fait partie des critères importants pour nous autres. Chez Simon André, Alissa, même, là, on parle de l'empreinte écologique qui est amortie, mais vous allez même encore plus loin. Hein. Vous étendez grandement la durée de vie des voitures même en changeant les batteries, puis même en les bonifiant parfois sur certains modèles. Parle-nous-en donc un peu. C'est ça. Premièrement, le plus gros mythe, c'est qu'une batterie, il faut la changer dans une auto parce que ça n'arrive pas. On a une Chevrolet Volt qui était vraiment populaire aux États-Unis, là, Sparky, qui a près de 800 000 km. On ne l'a pas atteint le 800 000 km, mais bref, son propriétaire, les gens, ils l'encourageaient, là, même qu'il y avait eu un accident, puis les gens, ils donnaient de l'argent pour qu'il répare son auto. Là, c'était comme celle qui en avait le plus. Puis nous, on l'a acquis à un moment donné, puis on l'a réparé, puis là, elle roule encore. Puis juste pour dire qu'elle a encore sa batterie d'origine. Puis tu sais, oui, elle roulait sur l'essence, puis c'est pas une 100% électrique, mais pour dire que la batterie est encore super bonne, puis qu'il n'y a pas de problème, puis elle a 800 000 km, là, on s'entend. Fait que c'est un mythe qu'il faut changer la batterie, puis que ça va coûter cher, sauf qu'il y a certains modèles qui ont connu des dégradations plus importantes, surtout en 2011-2012, donc c'était le début. Tu sais, on parle de la Nissan Leaf, mais vraiment au départ. Tu sais, maintenant, les batteries sont vraiment mieux. Donc là-dessus, on a trouvé un moyen de changer la batterie pour une nouvelle, donc de prendre, exemple, une Leaf presque neuve qui a eu un accident, mais la batterie est encore super bonne. On peut la remplacer dans une vieille Leaf. Donc, mais ce n'est pas tous les modèles qui peuvent avoir ce genre de changement de batterie-là, mais on a conçu ça pour les Nissan Leaf de toutes les années. Là. On peut changer la batterie. C'est assez spectaculaire. Là. Vous pouvez prendre une Leaf, justement, une Leaf 2012, puis la transformer dans une voiture qui avait 120 km d'autonomie en une voiture qui en a 240, puis même plus. On peut doubler ou tripler l'autonomie. Là, c'est vraiment intéressant. Pour des gens, il y en a qui ils aiment encore leur auto est payée, bien là, ils vont juste réinvestir dans la batterie au lieu de changer l'auto complètement parce qu'ils aiment encore leur voiture. Puis sinon, pour l'empreinte écologique, bien nous, là, on part une division. On a une grande entrepôt vide qu'on va juste acheter des voitures électriques pour récupérer les batteries. Des autos qui ne roulent plus, là, fait qu'ils ont eu des accidents. Donc, les batteries, on va les réutiliser pour des systèmes de panneaux solaires. Donc, les électriciens vont s'en servir pour équiper les gens comme ça. Sinon, pour convertir une auto à l'essence, par exemple, il y en a qui ont des projets, des traversiers, des tracteurs. Bref, on va pouvoir faire plein de choses avec les batteries. Puis même, on a reçu cette semaine une Bolt là, qui est vraiment dans un état lamentable. Là. Tu te dis, ça se peut pas que la batterie soit encore bonne. L'accident est intense, puis la batterie encore est en parfait état. Donc, même si on a un accident, c'est la batterie... C'est vraiment construit de façon solide. Là, on a eu des fois des autos qui étaient déclarées reconstruites aux États-Unis qui avaient un impact en dessous. Là, l'assurance s'est dit, elle est plus bonne, c'est à cause du coût de remplacement de la batterie, mais finalement, on changeait un panneau, puis l'auto est encore en parfait état. Là. Donc, c'est ça. Mais les batteries sont super durables. On peut les réutiliser pour d'autres utilisations. Puis,
c'est ça. Mais sur la Leaf, on peut changer la batterie, mais il n'y a pas d'autres modèles encore là, qu'on a fait pour changer la batterie. Justement, on parle beaucoup d'autonomie, puis les gens veulent souvent avoir un véhicule qui a le plus d'autonomie possible. Puis, quand toi, Lynn, tu as choisi une Spark qui n'a pas tant d'autonomie que ça, puis comment c'est de vivre avec une Spark? Moi, j'adore vraiment, vraiment. Puis comme Claude disait tantôt, sur un coin de rue, c'est vrai que ça décolle rapidement. Mais côté autonomie, pour l'été, tu vois, à date, aujourd'hui, j'avais une autonomie de 130 km. Ça, c'est toujours comme une moyenne de ce qu'on a fait auparavant. Puis si on va sur l'autoroute, si on fait de la ville, tout ça, fait que ça s'adapte aussi si on roule en malade. Mais je sais qu'il y en a qui roulent en malade, puis ça dérange pas trop. Puis l'hiver, j'ai eu peut-être 75 d'autonomie. Mais comme je dis, moi, mon besoin quotidien tous les jours, c'est 20 km aller, 20 km retour. Fait que j'ai besoin de 40 km par jour. Donc, avec un 75 à l'hiver, ça me suffit amplement. Si par très grand froid, c'est recommandé de la garder branchée, mais je suis chanceuse à mon travail. Je travaille dans une bibliothèque, mais à l'hôtel de ville qui est tout près, il y a une borne, fait que je peux la laisser branchée à ce moment-là. Fait que mon autonomie, pour moi, 130 l'été, je vais voir qu'est-ce que ça va faire avec les plus grandes chaleurs, si ça va jouer un peu aussi. Je sais que sur celle la Ioniq à mon chum, quand il fait plus chaud, on gagne un peu plus d'autonomie aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien analyser son besoin, puis souvent, on le surestime. Hein? C'est-tu la même chose pour toi, Valérie? Oui, bien, c'est ça. J'ai des besoins qui ressemblent à ceux de Lynn. C'est que je passe beaucoup de temps dans ma voiture dans la journée, mais pour des courts déplacements. Puis, moi, j'ai à peu près 150 km d'autonomie. Dans des bonnes conditions, là. Dans des bonnes conditions. Bien, c'est ça. Puis là, moi, en fait, c'est tout nouveau. Moi, c'est ma 3e semaine avec ma voiture. Fait que là, j'ai pas encore testé l'autonomie hivernale, évidemment. Mais est-ce que tu as cette anxiété-là? Ou bien. Ben, non, en fait, j'ai peut-être des plans. C'est ça, j'ai des plans B, des plans C. Pour l'instant, moi, j'essaie de fonctionner pas de borne, en fait, à la maison. Peut-être qu'à l'hiver, je vais devoir me résoudre à avoir une borne à la maison. Je conseille à l'hiver. Oui, c'est ça. Je sais que ça risque d'être un besoin pour l'hiver, mais pour l'instant, parce qu'en ville, il y a des bornes au coin de la rue, il y en a à mon travail. J'ai même fait, là, actuellement, je fais beaucoup d'allers-retours entre la campagne et la ville, puis je suis pas une très bonne planificatrice. Puis c'était mon souci, moi, d'avoir à planifier beaucoup mieux mes déplacements. Puis même en planifiant pas bien, en fait, là, je trouve toujours, quand je me rends compte que, mon déplacement est plus long que prévu, bien, je trouve toujours souvent une borne à recharge rapide sur mon chemin qui me permet de me rendre à destination. Fait que c'est ça, moi, 150, je jugeais que c'était ce que ça me prenait pour bien fonctionner dans des bonnes conditions, pas l'hiver, comme je dis, là, mais pour pas avoir à être tout le temps sur la charge. Quand vous vendez une voiture, Alyssa, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est crucial pour vous, d'analyser les besoins des gens comme ça? Puis vraiment, c'est la base. Là, puis là, j'étais en train de répondre à Mme Deshaies qui demandait que l'autonomie était quand même restreinte en froid extrême. Donc, est-ce qu'elle devrait considérer un changement de batterie pour gagner en autonomie? Mais c'est plus de choisir un véhicule qui correspond aux besoins. Donc, j'allais répondre que il y a la Kona, la Bolt, les Model S, que ils ont plus de 380 km d'autonomie. Donc, rendu là, c'est vraiment confortable. Puis les gens, ils s'en sortent très bien. Il faut vraiment analyser ses besoins parce qu'il y a des gens qui ont une autonomie de 100 km, c'est amplement suffisant, là, qui en ont, donc le prix est moins cher aussi, puis ils en ont assez. Mais il y en a d'autres qui font souvent des longues routes. Puis souvent, on a 2 autos dans une maison, donc on peut aussi faire un bon combo avec ça, là. Il y en a qui ont une auto qui a 100 km d'autonomie, puis que l'autre en a plus, ou que c'est une hybride branchable, ou que c'est une auto à essence. Mais bref, on est vraiment capable de faire un bon combo, mais c'est important vraiment là, de s'assurer puis de pouvoir charger à la maison. Là, je sais que Valérie ne le fait pas en ce moment, mais c'est ça le plus le fun d'une auto électrique, qu'on dort puis qu'elle se recharge puis que le matin, on se lève, elle est prête puis qu'on n'ait pas à planifier trop parce qu'on le sait qu'elle est pleine. Puis c'est surtout parce que l'hiver, bien, être branché sur le 240 volts, ça gère mieux la batterie de l'auto puis l'auto est plus prête le matin à faire de longues distances. Donc,
faut vraiment analyser nos besoins puis voir est-ce que je vais au Nouveau-Brunswick juste une fois par année. Si oui, ben, on peut avoir une auto qui a moins d'autonomie, mais emprunter celle de quelqu'un d'autre. Ou bref, il y a d'autres solutions. Ouais, il y a même des prêts entre électromobilistes sur des groupes. C'est fou. Ça m'a un peu... J'étais un peu dénu quand je voyais ça. Des gens qui prêtent leur véhicule sans problème. Viens me porter ta livre, puis prends ma Bolt, puis pars avec, faire ton road trip. Ouais. Puis même pour des longues distances, il y en a qui aiment mieux avoir une Spark parce qu'elle charge vraiment rapidement. Donc, il est mieux faire plus de petits arrêts aux charges rapides, puis en bas de 20 minutes, ils sont partis qu'une Bolt. Bien là, il faut que tu attendes plus longtemps. Donc, il y en a qui s'arrangent bien avec ça aussi, là. Il y a ça aussi, les gens s'imaginent tout le temps, Lynn, que si ton véhicule a une petite autonomie, ben tu ne te rendras pas loin, mais justement, le fait d'avoir une petite batterie, ben, elle charge plus vite, puis au bout du compte, ça va probablement te prendre à peu près le même temps. Tu vas juste te charger 2 fois ou 3 fois plus souvent, mais moins longtemps. Oui, c'est ça. Pour moi, quand j'ai fait faire la modification pour avoir mon port de recharge rapide, j'avais pas cette option-là pour me rendre à Trois-Rivières. Donc, mon trajet, comme je dis, c'est à peu près 180 km. Fait que c'était en hiver. Fait que c'était 70 km de la fois, mais puis là, je chargeais sur une borne intermédiaire qui pouvait prendre comme 1 heure et demie selon ce que je pouvais faire. Mais pour me rendre à Trois-Rivières, ça m'a pris 12 heures. Je suis partie à 4h30 du matin chez moi. Puis, je suis arrivée à 4h30 ce soir au garage. Mais pour revenir, quand la modification a été faite, j'ai eu besoin de charger 2 fois seulement. Là. En 10-15 minutes, ma voiture était prête à repartir. Donc, tu sais, 10-15 minutes sur un trajet, c'est rien. Il faut juste aussi penser à ça, planifier nos déplacements en fonction de la distance qu'on a parcourue, puis de considérer le temps de recharge qu'on a à faire. Mais souvent, comme quand on a fait de la grande route, c'est souvent dans les haltes avec les restos, tout ça, fait qu'on peut s'arrêter et faire un petit vide-bedon ou un rempli-bedon en même temps, puis on est juste moins fatigué au bout de la ligne. Fait que c'est vrai que moi, avec 130 km d'autonomie, 10-15 minutes, c'est fini, là, je peux repartir tout de suite. Comparativement, j'ai une amie qui a une Bolt, puis que pour elle, c'est très long à recharger. Je comprends que ça trouve ça moins agréable de faire de longues routes avec ça parce que ça lui prend plus de temps à recharger. Justement, Alyssa, Alex nous demande combien ça coûte faire installer une charge rapide sur une Spark. Lynn, est-ce que tu t'en souviens? Je ne suis pas au service. Oui, ça a coûté 2500. OK. Mais c'est un 2500 bien investi. Mais à la base, tu avais payé ta Spark moins cher vu qu'elle avait pas ma Spark était 16 000 au départ. Fait que, mettons qu'on rajoute 2500, ça fait comme 19 000 à peu près. Fait que... Mais ça vaut la peine. Je ne regrette pas d'avoir fait faire la modification. Mais il y a plus de Spark qui ont la charge rapide qui ne l'ont pas, par contre. Donc... C'était notre erreur de départ. Oui, mais j'imagine qu'il n'y a plus énormément de monde qui en importe des Spark qui n'ont pas de charge rapide. Non, exact. Mais tu sais, des fois, on voyait vraiment un bon deal, puis il y en a que ça leur convenait. Là. On les vendait moins cher, puis il y en a que c'était vraiment suffisant pour eux. Donc, pourquoi pas? Mais effectivement, on essaie qu'il y ait toujours une charge rapide. Puis on parlait de l'importance de s'installer une borne de recharge. Ça fait toute la différence à la maison. Là. Toi, Claude, qui en a eu plusieurs véhicules, c'est quoi que ça implique, installer une borne de recharge chez vous? Puis ça te limite-tu? Es-tu obligé de changer de borne de recharge quand tu changes de véhicule? Non, dans le fond, j'ai la borne originale que j'ai achetée en 2014 qui servait à ma livre. Donc, moi, c'est dans le garage. J'ai un panneau. Donc, ça a été de faire l'installation. Ce qui a été spécial en 2014, c'est que l'électricien n'était pas habitué d'installer ça. Donc, pour lui, c'est une borne 30 ampères. Donc, il avait mis du fil pour du 30 ampères, mais il n'avait pas calculé son facteur de sécurité. Ça fait qu'il y a eu à refaire l'installation parce que c'était une des premières fois qu'il installait. Je pense que c'était la première fois qu'il installait une borne. Ça fait que j'ai une borne universelle qui est la même, qui est une borne québécoise qui est fabriquée à Shawinigan, Trois-Rivières, une borne heavy duty. Grand-mère.
À grand-mère. Bon, j'étais dans le coin, mais je n'ai pas bonne. Puis, j'ai la même borne que j'ai gardée, même si on a 2 véhicules électriques. Puis on fait juste alterner. Elle est dans le garage, fait que c'est moins contraignant. Puis la Spark, l'hiver, on va la laisser sur sa borne d'origine sur le 110 volts là, pour garder vu que c'est un garage non chauffé, là, pour garder la batterie tempérée. Fait que j'ai une borne à la maison. J'utilise mon adaptateur Tesla. Ma Tesla pourrait charger 3 fois plus vite que présentement avec la borne que j'ai si j'avais une borne Tesla 2e génération. Mais je n'ai pas besoin. Le lendemain matin, la voiture à 350-400 km d'autonomie, puis j'arrive jamais à 0 à la maison. Fait on se débrouille très bien avec une borne, 2 voitures, en utilisant la 110 volts pour compléter. Là. Puis un autre point d'une borne 240 volts, pourquoi en avoir une? Ce qui est vraiment le fun pour les filles, un démarreur à distance. La plupart des autos électriques ont un démarreur à distance. Donc, quand elle est branchée, on peut laisser toute la neige fondre. Puis là, notre auto, elle a encore sa pleine autonomie quand on part parce que ça recharge en même temps que l'auto préchauffe. Mais sinon, ce que j'allais dire, j'espère que je ne l'ai pas oublié. Bon, j'ai oublié mon point. Je vais vous revenir pour la borne. Pourquoi c'est important d'en avoir une? Ah oui, on planifie nos trajets de la journée. OK, j'ai ça à faire pour le travail, puis je reviens à la maison, je vais être correct. Mais ça se peut qu'on ait un imprévu puis qu'on doive repartir. Donc, la borne, elle nous assure qu'au moins, on recharge tout le temps. C'est vraiment une habitude. On arrive, on charge, puis on s'assure que notre auto est toujours prête. C'est la question de justement la préchauffer, là. Je sais que c'est vraiment un gros avantage de la voiture électrique. Tu rentres dans ta voiture, puis même la pré-climatiser. Dis-moi si je me trompe, Claude, les propriétaires vont même pré-climatiser leur voiture l'été souvent. Puis, l'été, oui, quand il fait très chaud, même un peu plus que ça, là, à sortir, faire une course puis laisser la voiture en fonction plutôt que de repartir à 0. Hein. Même les gars, on aime ça aussi, là, ce petit confort-là. L'hiver, c'est certain que c'est un gros plus là, de pouvoir préchauffer soit par télécommande ou avec une application pour pouvoir démarrer la climatisation. Donc, oui, c'est effectivement, c'est un plus. Là. Mais c'est pas... le chauffage vient tellement vite dans une voiture électrique comparé à une voiture essence. Les livres que j'ai eus n'avaient pas de démarreur à distance. Puis, c'était des modèles de base, même sans l'application. Je n'avais pas l'application. Puis, on embarque dans la voiture, on part des sièges chauffants, le volant chauffant, puis au bout de 30 secondes, l'air commence à sortir chaud, contrairement à un véhicule à essence où là, il faut laisser tourner l'auto pour être capable de sortir de la chaleur. Hein. Donc, un autre avantage de la voiture électrique. Donc, si on fait un petit tour vite, une Volt, c'est encore d'actualité? Encore d'actualité. On vend beaucoup de 2012 à 2019. Effectivement, oui, c'est encore d'actualité. Claude, est-ce que ça répond aux besoins de beaucoup de gens? C'est pas une grosse autonomie électrique, mais quand même, ça permet de faire des longs trajets aussi sans avoir de soucis. Ben, regarde, je vais te donner un très bon exemple. Nous, on a 4 enfants. Il y en a une qui a une Leaf. Puis il y en a 2 qui ont des Volt. C'est la seule voiture de la maison. On a une fille qui est en Outaouais. Donc, le budget en partant, les Volt première génération, 2012-2015, sont la majorité là, aux alentours de 12 à 17 000 $. Donc, c'est abordable. Puis, elle fait toute sa journée, elle l'a depuis 2 semaines, puis elle était fière de m'annoncer qu'elle avait consommé 1 litre d'essence dans ces 2 semaines. Puis là, elle me dit, je réalise vraiment qu'est-ce que tu voulais nous dire. C'est parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas beaucoup d'autonomie, une Volt 2012. Mais là, elle réalise que dans la vie de tous les jours, elle a amplement. Là. Puis au moment où elle aura sa borne dans la maison, bien, ça va l'aider. Mais là, son conjoint au travail a une borne. Donc, et en ayant une voiture seulement à la maison, si on a souvent de longs déplacements à faire l'hiver, disons quelqu'un qui descend toutes les 2 semaines dans le bas du fleuve, qui veut une auto 100% électrique,
le choix est quand même restreint si tu ne veux pas trop de compromis. Là. Si tu pars le vendredi soir après le travail puis tu t'en viens le dimanche soir, la VOD, ben, il va lui permettre de faire de l'électrique toute la semaine. Puis quand il va descendre faire son 1000 km dans sa fin de semaine, ben oui, il va consommer un peu d'essence, mais le reste du temps, mais il va pouvoir rouler électrique. Fait que pour un seul véhicule à la maison, les hybrides branchables sont quand même pas à mettre de côté. C'est assez imbattable côté coût aussi. Ça se paye tout seul quand tu roules juste électrique, là. Disons que ça amortit pas mal le coût du véhicule. Puis la Nissan Leaf, quand on en prend une plus ancienne, une usagée, mettons, 2013, 2014, 2015, toi, Valérie, juges-tu que c'est un très bon choix? Puis ça se paye tout ça? Si tu compares avec un autre véhicule? Oui, c'est ça. Là, il me reste à vraiment faire les calculs dans la durée, là, quand la consommation, parce qu'on est dans un contexte particulier, fait que ma consommation actuellement n'est pas tout à fait celle qu'elle sera dans le quotidien. Mm-hmm. Mais oui, je juge. En fait, là, moi, c'est ça. En fait, c'est assez peu cher, là, la Nissan Leaf. Les 2015, on les trouve autour de 13-14 000 là. Donc, considérant que je fais beaucoup de petits kilométrages dans une semaine, oui, je considère qu'elle va se payer au moins, en tout cas au moins à la moitié ou aux 2/3, là, simplement par l'économie d'essence. Puis on me disait, la Spark, c'est le même principe. Ça se paye quasiment tout seul. Toi, Lynn, qu'est-ce que t'en dis? Si tu compares avec un autre achat d'un autre véhicule usagé, mais à essence, ça. Oui, ben c'est ça. Avant ça, j'avais une Astra de Saturn, fait que c'est quand même ça consommait quand même pas mal d'essence, même pour mon court trajet. Fait que là, déjà, moi, tu vois, ça va faire 1 an au mois d'août que j'ai ma voiture, puis j'ai déjà terminé de la payer. Là, fait que puis si je regarde avec mon conjoint qui, lui, s'est acheté une Ioniq il y a presque 2 ans, bien, pour lui, même avec quand on charge la voiture et tout ça, bien, c'est une économie de soit 2000 ou 2500 $ d'essence. Là, je me souviens pas au juste, mais c'est dans ce barème-là. Fait que ça va vite. Là. Tu peux réduire tes paiements de voiture assez rapidement, même si à l'achat, des fois, ça peut sembler important. Mais il ne faut pas négliger l'essence qu'on a pu à mettre dessus. Puis pareil, dans les véhicules plus luxueux, là, les Tesla Model S, il y en a beaucoup dans l'usager. C'est quoi l'avantage, Claude, de choisir ça au lieu d'une Tesla Model 3 neuve? Moi, je fais ta réflexion quand les 3 sont sortis. Je te dirais la première raison dans mon cas, c'était le besoin d'espace. Le Model S, c'est pas mal plus gros et il est hatchback. Donc, le fait d'être hatchback, nous, on fait beaucoup de vélos, donc les vélos de route rentrent à l'intérieur. L'espace, c'était la première raison. Le fait qu'elle soit toute en aluminium, ça a été aussi important dans mes décisions. Le fait que, étant donné que je fais beaucoup de routes, le supercharger gratuit à vie dans mon cas, qui me permet de me promener partout en Amérique du Nord sans payer la recharge. Ça fait que différentes raisons. Le toit ouvrant qui ouvre, c'est nono, là, mais je suis un maniaque de toit ouvrant qui ouvre. Fait que le fait que la S, c'était ça, c'était un plus. Fait que c'est ça, j'ai pesé le pour et le contre. Mais Claude, je ne sais pas si tu as oublié avec l'âge en fonction, parce que moi, mon père, il aime bien son tableau de bord en avant. Là. Je ne sais pas si c'est de la même génération. Là. Écoute, je suis peut-être un peu plus jeune que ton père, Elisa. Non. Oui, j'aime bien, mais le tableau de bord en avant, c'est principal. Je m'habituerais très bien. Là. C'est dans le cas où le GPS est activé. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un tableau de bord à l'avant parce qu'on a comme une portion réduite à courte distance. Là. Mais c'est pas. Non, ça n'a pas fait partie de mes critères. Puis, j'avais quelqu'un qui posait une question justement à choisir entre une modèle S juste propulsion dans les 130 000 km après sa question, il me semble, puis, ou une 4 roues, mais plus de 200 000 km, puis pratiquement au même prix. Ben moi, j'ai une propulsion. J'habite en Estrie. Je vais dans Charlevoix 2-3 fois l'hiver. Je vais au Saguenay. Je vais dans le bas du fleuve.
j'ai des bons pneus, puis je vis très... C'est mieux qu'une traction avant, ça c'est certain, mais ça ne sera pas comme une 4 roues motrices, évidemment. Mais habituellement, les propulsions sont moins chères que les 4 roues motrices, habituellement. Modèle S pour Modèle S. Là. Donc, moi, je vis très bien. J'ai jamais eu de 4 roues motrices. Là. Puis je reste sur un rang de campagne. Là. Puis j'ai tout le temps vécu avec des tractions avant. Puis... c'est le poids de la batterie, puis comment elle est répartie dans le trou. Puis l'antipatinage qui est très efficace. Puis j'ai... la mode des 4 roues motrices, est quand même là. Les fabricants font des annonces. Achetez pas de souffleuse, achetez-vous un 4 roues motrices, comme ça, vous allez sortir de la course sans avoir à pelleter. Dans ce cas-ci, oui, je suis peut-être de l'autre génération, Alissa. Un petit détail, Alissa, les modèles 3, il me semble que Tesla en vendrait plus par l'intermédiaire des revendeurs. Est-ce que ça vous touche, vous? Grosse chicane en ce moment. OK. Oui, dans le fond, Tesla... Vous en avez encore chez vous? C'est en cours de discussion. Tesla n'aimait pas qu'il y ait certains revendeurs, parce que c'est la seule place en Amérique du Nord qui fonctionne avec des revendeurs. Là. Ça n'a pas l'air de se faire ailleurs. Là, puis que pourquoi il y a des revendeurs? Ben, c'est parce que nous, on peut faire des ventes par accommodation, comme il y en a d'autres. Là, je ne parle pas juste de nous, il y en a plein au Québec, mais on fait des ventes par accommodation, ce que Tesla ne fait pas. Donc, ils ne peuvent pas récupérer leurs taxes à un bon prix. Puis, ils ne donnent pas des bons prix pour les échanges. Eux, ils ne veulent pas revendre ta Volt en avant ou même ton auto à essence. Ils veulent juste l'envoyer à l'encamp et pas perdre dessus. Donc, ils donnent des prix un peu ridicules. Donc, c'est pour ça que les revendeurs venaient combler un besoin de vente par accommodation et échange pour sauver les taxes. Puis, ils n'aimaient pas parce qu'ils ont dit qu'il y avait des vraiment bons clients revendeurs d'auto, puis il y en avait qui étaient vraiment moyens, donc ils ne leur donnaient pas une bonne réputation. Donc, ils ont comme décidé de mettre la hache là-dedans, mais là, c'est en discussion parce qu'on s'entend que les revendeurs leur font beaucoup de ventes. Donc, puis, au Québec, il y a juste un centre de service Tesla puis un à Montréal. Donc, on venait de desservir aussi une plus grande proportion du Québec, tandis que, aux États-Unis, mais il y a des magasins Tesla, des fois, il y en a 3 dans la même ville, donc là, c'était plus facile, mais ici, c'est pas pareil, il y a des gens qui veulent prendre possession en Estrie ou à Trois-Rivières, donc c'est ça. Fait que là, c'est en discussion, là, on suit ça à chaque jour, mais ouais. Est-ce que c'est un gros dilemme chez vous, quelqu'un qui arrive puis à choisir entre une Model 3 neuve puis une Model S quasiment au même prix? Puis... Ben, c'est ça, il y a des critères qui font que les gens choisissent un ou l'autre, mais honnêtement, depuis qu'on avait commencé à vendre des modèles 3, c'était rendu notre modèle le plus populaire, puis c'était assez fou, là. Ouais, parce que c'est vraiment une bonne auto au rapport qualité-prix, là. Ouais, okay. Louise, elle nous ramène, elle veut pas qu'on parle du neuf. Mais il y a des modèles 3 usagés maintenant, Louise, puis des modèles S usagés aussi. Fait que usagés, c'est des vraiment bonnes autos, les modèles 3. Mais peut-être compléter, Daniel, je pense que ce qui freine beaucoup les gens qui hésitent dans le cas de l'usager de la Model S, c'est qu'il y a un coût d'entretien quand même là, qui vient avec ces véhicules-là. Là. C'est des véhicules qui ont plus d'années, plus de millage. Puis quand je parle d'entretien, c'est pas le moteur ni la batterie, là. C'est le reste de la voiture, la suspension, les freins. C'est un véhicule de luxe, là. Donc, c'est ça, c'est un véhicule de luxe qui si le véhicule a été bien entretenu, ben, il y a plus de chances que pour les premières années, tu n'auras pas à mettre un gros budget entretien. Mais c'est quand même, c'est ça. Puis c'est des véhicules, ceux qui sont abordables, c'est-à-dire dans le range de prix de la Model 3, qui ont quand même 6-7 ans et qui étaient les premiers véhicules que Tesla construisait. Donc, la fiabilité de la Model 3, c'est certain, va être meilleure parce qu'ils ont appris aussi avec ça. Là. Contrairement à tous les autres modèles, là, si on parle de la e-Golf, la i3, la Ioniq, la Soul, au niveau de l'entretien, c'est toujours beaucoup moins coûteux et beaucoup moins d'entretien de toute façon qu'un véhicule à essence, j'imagine, Alissa. Oui, puis il y a des manufacturiers aussi, juste pour dire que leurs pièces ne sont pas chères. Si on pense à Chevrolet, bien, les pièces de Spark, de Volt, de Bolt ne sont vraiment pas dispendieuses. Là. Donc, même s'il y a des choses à changer, bien, ça ne revient pas trop cher. Puis honnêtement, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de réparations. On voit les gens vraiment moins là, que si on avait un garage à essence. Là, il y a moins de réparations, mais ça reste que si tu as
tu prends une poule, tu peux changer ton pneu, que tu peux avoir un problème de suspension, c'est des choses de base, mais après ça, le reste... Sinon, ce qui est plus compliqué, c'est des diagnostics, d'avoir un trouble plus électronique. Puis là, c'est rendu que nos mécaniciens, il faut que ce soit plus... faut que ce soit bon en informatique parce qu'il y a beaucoup de diagnostics, là. Donc, ils peuvent se tourner chez vous pour, ou chez JN Auto, mettons, spécialistes qui vont vraiment diagnostiquer le véhicule. Il y a des garages, là, juste de garages qui ne vendent pas d'auto, qui se spécialisent maintenant aussi, qui vont faire des formations. Ouais. Puis nous, on donne des formations aussi à des mécaniciens pour se spécialiser. Exemple, à Trois-Rivières, on a formé beaucoup de mécaniciens pour juste lire les problèmes électroniques des autos. Puis... Est-ce qu'on va trouver justement la liste de ces garagistes-là sur le site de l'AVEC, j'imagine? Sur le site de l'Association des véhicules électriques? Sais-tu, Claude? Je ne le sais pas. J'ai vu dans tes cours, tout à l'heure que tu avais des noms de gens qui donnent, qui commanditent l'AVEC. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont sur le site de l'AVEC, mais je te dirais que dans les forums, en dedans de 5 minutes, là, selon la région où on est, on va être guidé vers des gens de compétences. OK. Tu n'es jamais pris au dépourvu, là, puis justement, tu es capable de trouver quelqu'un de confiance rapidement grâce au groupe et grâce à la communauté, si tu veux. Je dirais dans les grandes régions, là, c'est certain que à Gaspé, c'est peut-être un peu plus difficile de faire l'entretien d'un véhicule. Mettons, je prends l'exemple de ma voiture, du Model S usagé avec beaucoup de kilos dessus. Peut-être qu'à Gaspé, dans mes choix, peut-être que ça n'aurait pas été mon premier choix là, comme véhicule. Peut-être que j'aurais été au deuxième. Là. On arrive à la fin. J'aimerais juste faire un tour de table avec vous. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous aimeriez dire à des gens qui se demandent encore si ça vaut la peine d'acheter usagé ou bien si c'est un bon choix? Moi, je peux dire des choses. Vous allez dire, vous allez acheter une deuxième auto, puis je vous promets que vous allez revenir, vous allez dire, finalement, c'est devenu ma première auto. Ça arrive tout le temps. Même si vous achetez une Spark qui n'a pas beaucoup d'autonomie, ça va devenir votre première auto. Il ne faut pas avoir peur des batteries, il faut juste faire le saut, puis après, vous allez en parler à tout le monde. Vous allez devenir vraiment fatigant parce que vous allez juste parler d'auto électrique à tout le monde. Puis c'est ça, il y a les groupes Facebook, vous pouvez aller vous joindre au groupe où, tu sais, là, il y a encore beaucoup de questions qui sont non répondues. Je ne sais pas si c'est une façon qu'on pourrait continuer d'y répondre plus tard, mais je suis sûre que ça nous ferait plaisir. Mais c'est ça, les électromobilistes sont tout le temps de bonnes ressources pour vous renseigner. Puis magasiner, tu sais, informez-vous, il y a beaucoup de ressources. Puis après, faites le tour en ligne. Maintenant, on peut magasiner, mais chercher puis poser les bonnes questions. On peut vous renseigner aussi sur Facebook, demander aux gens qu'est-ce que je devrais demander à mon concessionnaire avant d'acheter parce que les vendeurs ne sont pas tous spécialisés dans l'électrique et ils ne veulent pas tous en vendre non plus. Donc, voilà, moi, c'est ce que je dirais en conclusion, mais je ne peux pas le regretter. Honnêtement, là, j'ai personne que je connais de tous nos clients qui ont eu une auto électrique puis ils sont venus voir « je retourne à une voiture à essence, ça n'existe pas. » Les gens font juste upgrader pour une meilleure autonomie ou une plus récente, mais ça n'existe pas des retours à l'essence. Quand tu vas à l'électrique, tu ne retournes jamais en arrière. Toi, Lynn? Je partage les propos d'Alyssa, effectivement. Peut-être qu'on tanne un peu notre entourage avec notre expérience d'électromobiliste, mais c'est vrai que c'est hors de question de retourner en arrière, là, si on peut propager la bonne nouvelle avec ça. Mais je vais juste faire une parenthèse. Tantôt, je pense que j'ai manqué l'opportunité rapidement de parler. Des fois, on nous propose un plan d'assurance garantie. Si on vous propose ça, pensez-y bien. Moi, je l'ai fait, mais si c'est à refaire, je ne le referai pas. Et que là, c'est hors contexte, mais si jamais vous voulez en parler, on peut trouver un moyen de parler de ça, peut-être sur un forum ou quelque chose comme ça. Mais dans le sens que c'est tellement fiable que ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et toi, Valérie, est-ce que tu es déjà tannante à propos du véhicule électrique auprès de ton entourage? Oui, bien, en fait, je l'étais, je pense, un peu avant parce que c'est ça, j'ai longuement mûri mon choix, fait que j'en parlais beaucoup, mais maintenant que je le vis, oui, je suis un petit peu tannante, puis j'essaie, c'est ça, ceux qui ont des craintes par rapport à l'autonomie, c'est beaucoup là que je cherche à les rassurer, puis ça a été nommé plus tôt dans la discussion, mais je pense que l'idée d'espérer, tu sais, moi, je suis seule, donc c'est le seul véhicule à la maison, il faut que je me fie dessus, mais je peux me pairer avec des gens de mon entourage pour
pour des longs trajets, des vacances, des choses comme ça. Fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire le saut, puis il faut juste multiplier, disons, nos modes de déplacement au besoin. Là. C'est une belle occasion avec le véhicule usagé. Ça donne l'accès plus rapidement à des véhicules, parce que souvent, il y a des listes d'attente pour certains modèles, mais aussi, ça donne l'accès pour des gens qui n'ont pas le budget de s'acheter une voiture de plus de 40 000. Là. Souvent, quand ils viennent de l'extérieur, ben, mettons, on en a plein qui venaient de la Californie, mais sont en super état, même s'ils sont usagés, parce qu'ils n'ont jamais connu l'hiver. Là, puis les batteries sont protégées, fait que c'est correct, mais l'auto est en super état, fait que des fois, ça peut être un avantage aussi s'il est importé juste comme ça. Et toi, Claude, est-ce que tu aurais un dernier message à livrer? Bien, je pense que la voiture électrique usagée, c'est souvent ce qu'Alicia disait tout à l'heure, c'est comme une porte d'entrée. Les gens, avec un budget raisonnable, vont réaliser qu'ils ont un véhicule fiable, qui est plaisant à conduire, dans lequel ils vont être tout le temps, sauf peut-être pour certains déplacements, dans le cas où ils ont 2 véhicules. Puis rapidement, ils vont prendre goût à ça sans dépenser. On parle de budget là, de 12 à 20 000 là, puis plus d'essence à payer, pratiquement plus d'entretien ou de l'entretien très réduit. C'est une façon, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour faire le saut, comme électromobiliste, d'y aller avec un véhicule usagé. Ça fait des chicanes de couple, par exemple, je vous avertis, parce que qui prend l'auto électrique le matin? Là? C'est pour ça que les gens ils tombent tous à 2 autos électriques, là, les couples se chicanent. Exactement. Alors, ben, on a fait pas mal le tour. J'inviterai les gens qui nous écoutent à aller voir sur le site roulonélectrique.ca. On a un guide du véhicule électrique. Il y a un calendrier d'activités. Ces temps-ci, il ne se passe pas grand-chose là, avec la COVID, mais c'est là qu'on trouve, entre autres, aussi les webinaires, comme on va en avoir un autre dans 2 semaines. Et on trouve aussi un catalogue des véhicules, un calculateur, il y a des concours. Et je vous inviterai aussi, tous ceux qui nous écoutent, à aller visiter le site de l'Association des véhicules électriques, qui a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de passionnés aussi là-dessus. Et il y a même des offres promotionnelles intéressantes à devenir membre de l'Association des véhicules électriques, surtout en tant qu'électromobiliste. Et ça aussi, vous avez un super service, le service de jumelage sur le site de l'Association des véhicules électriques, où vous allez justement pouvoir aller essayer des véhicules. C'est vraiment des électromobilistes passionnés qui sont tellement tannants, sont tellement fatigants avec ça qu'ils vont même faire essayer leur véhicule. On devient un peu des preachers quand on passe au véhicule électrique. Puis, donc, ils vont vous faire essayer leur véhicule avec plaisir, vous en parler et vous convaincre qu'il n'y a aucun risque à faire le saut. Puis surtout qu'il n'y a aucun risque à faire le saut à moindre coût avec un véhicule usagé. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. Merci Claude, merci Lynn, merci Alissa, merci Valérie. Et on pourrait en parler encore. J'aurais plein d'autres choses à dire. Oui, puis ceux auxquels on n'a pas eu le temps de répondre aux questions, on va répondre à vos questions hors ligne et je vais aussi t'en transférer, Alissa, des questions, probablement. J'ai beaucoup de questions à terme, comme certaines qui se demandent le coût de certains remplacements, si on veut faire upgrader les batteries et tout. Fait que je te transférerai ces questions-là et je vais répondre aussi à quelques autres questions. Donc, merci beaucoup. Je vais finir avec les risques, que vous preniez une étiquette parce que c'est trop performant, que votre conjoint va magasiner parce qu'on a tout le temps le goût d'aller se promener en auto électrique. Fait que là, on dépense ailleurs. Fait que là, finalement, c'est plus rentable. C'est des problèmes bien plates. C'est un prétexte là, de partir avec la voiture. Exact. Merci beaucoup. Puis à bientôt. À bientôt. Parfait. Bye. Au revoir. Bye. Ciao.